Vous êtes sur Public Sénat, bonjour à tous. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la gestion de la crise sanitaire? Qu'est-ce qui doit être amélioré en cas de nouvelle vague ou de nouvelle épidémie? C'est l'objet de la commission d'enquête mise en place cet été par le Sénat. Aujourd'hui, c'est Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique, qui est auditionné. On regarde l'audition, on en reparle juste après. Quelques éléments que je souhaitais en effet rappeler. D'abord, celui du contexte dans lequel l'idée et le projet d'application a émergé, celle du début, celle de la période qui a un peu précédé, puis qui était celle du début du confinement en mars 2020, qui était, je le rappelle à ce stade, une période de grande urgence, mais aussi de très grande incertitude sur l'épidémie et son évolution. Et il m'a semblé naturel, dans le contexte d'inquiétude, de mobilisation qui était le contexte d'alors, et compte tenu des initiatives que nous voyons poindre dans d'autres pays, de faire en sorte de faire ma part dans la lutte contre le Covid, et donc de m'assurer que la France, tout comme les autres pays d'Europe et comme certains autres pays dans le monde, travaillait au développement d'outils numériques afin d'aider à combattre l'épidémie. Cela étant dit, il y a trois principes qui nous ont guidés depuis le début et sur lesquels je voudrais revenir. Je pense vous ne manquerez pas de revenir dessus dans les questions. Le premier a été, et cela me semble important, de toujours répondre à un besoin identifié par la communauté médicale et scientifique sans chercher à imposer de solutions technologiques. Je rappelle que la capacité à stopper au plus vite les chaînes de contamination s'est très vite imposée comme un levier majeur et décisif dans la lutte contre l'épidémie, et que la communauté des épidémiologistes, à commencer par l'Imperial College et l'Université d'Oxford, sous la direction du professeur Christophe Fraser, qui de mémoire est le premier à avoir publié des papiers sur la question des outils numériques, la communauté des épidémiologistes donc s'est très vite intéressée aux possibilités que pourrait offrir le numérique pour soutenir et accélérer le processus. Les applications de contact tracing, de cet anglicisme, sont ainsi apparues très vite comme l'un des sujets importants de mobilisation numérique au service de la stratégie de lutte contre l'épidémie, notamment au niveau européen. Ce n'est néanmoins, et j'ai eu l'occasion de le dire en introduction, qu'une partie de ce que le numérique a pu apporter dans la lutte contre l'épidémie. Aujourd'hui, notre stratégie testée, alertée, protégée repose ainsi sur des outils numériques complémentaires permettant à tous les citoyens d'être acteurs de leur santé. Je pense à des outils comme la cartographie des laboratoires de santé sur santé.fr. Je pense à des outils dont vous avez eu l'occasion de débattre, qui servent de support aux brigades sanitaires. Je pense à des outils d'information. Dans ce contexte-là, Stop Covid contribue à stopper, ou en tout cas doit contribuer à stopper les chaînes de contamination et renvoyer vers d'autres outils tels que Mes conseils Covid, qui permettent à tous de connaître les bons gestes à adopter et de se protéger au mieux. Le deuxième principe qui nous a guidés était celui de la transparence et de la concertation. Je crois que dès le début, au sujet de ces applications, le débat public a été important et qu'il nous a toujours paru important à la fois de développer cette application en toute transparence quant aux principes qui l'ont guidée, quant aux statistiques qui l'accompagnent, on y reviendra peut-être, et quant à l'association des différentes parties prenantes. Je rappelle quelques jalons clés de la démarche. L'association de la CNIL, qui a été saisie pour avis à 2 reprises, en avril et en mai, et qui a pu diligenter tous les audits nécessaires au mois de juin 2020. Donc qui a été en capacité d'ouvrir le capot, si je puis me permettre cette comparaison. La consultation du Parlement, qui a été amenée à voter suite à un débat sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. J'ai moi-même été auditionné par la Commission des lois au Sénat, et j'ai proposé à plusieurs reprises à l'ensemble des groupes parlementaires des échanges sur cette application en amont du débat. La prise en compte des différents avis, qu'il s'agisse du Conseil scientifique, mais aussi du Conseil national du numérique, l'avis qu'ont pu rendre également le Conseil national de l'ordre des médecins et l'Académie nationale de médecine. La concertation également avec les associations d'élus, notamment les associations d'élus, avant le déploiement, et la publication, s'agissant de la transparence de l'intégralité du code source en mai 2020, en amont du débat au Parlement. Le troisième principe, et je pense qu'il est absolument essentiel,
a été de toujours inscrire le déploiement de Stop Covid dans le cadre réglementaire et de valeur qui est le nôtre. Nous avons fait ainsi le choix d'une application qui, il s'agit de le préciser, ne relève pas d'un cadre juridique d'exception, puisqu'elle est nativement conforme au RGPD. D'ailleurs, la CNIL a pu confirmer que c'était le cas début septembre. Nous avons fait aussi le choix, d'ailleurs appelé de leur vœu par nombre de sénateurs au moment du débat, d'une application souveraine. Ce point a pu faire débat, mais, et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, le retour d'expérience ne peut que nous conforter dans ce choix. Certes, et j'imagine que c'est un point dont nous discuterons, nous ne faisons pas partie du cadre d'interopérabilité des applications européennes, mais nous avons en France une application dont le fonctionnement est très satisfaisant et qui n'a rien à envier techniquement aux applications fonctionnant avec la solution mise en place par Apple et Google. Elle n'a rien à envier techniquement, elle l'a probablement à envier, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, en termes de sécurité des données et en termes de transparence, compte tenu de ses caractéristiques techniques. Je rappelle les chiffres, puisque j'imagine qu'ils vous intéressent. À ce jour, d'après les informations dont nous disposons, l'application Stop Covid a été installée plus de 2,6 millions de fois depuis son lancement. 7 969 personnes se sont déclarées comme ayant été testées positives, c'est-à-dire qu'elles ont flashé le code qui leur a été transmis suite au résultat de leur test, et 472 notifications ont été émises. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un vrai enjeu d'adoption autour de l'application. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais ce qui me semble intéressant dans ces chiffres, notamment au travers du fait que 8000 personnes à peu près ont flashé leur QR code dans l'application, c'est que le potentiel de cette application reste entier, si nous arrivons à le redéployer. C'est d'autant plus intéressant que beaucoup de personnes se déclarent dans l'application comparativement aux autres pays, y compris à l'Allemagne, et que la dynamique d'utilisation suit celle de l'épidémie. C'est important également de rappeler le choix technologique qui a été fait, puisque le choix de la souveraineté nous permet aussi d'avoir la maîtrise totale à la fois des traitements de données qui sont effectués, mais aussi des modèles de santé qui sont sous-jacents à cette application. Et je crois que vous avez eu l'occasion d'auditionner Bruno Sportis. Je veux également rappeler que cette application est le fruit d'une mobilisation exceptionnelle d'acteurs français publics et privés que je tiens à resaluer, et que peu de pays auraient eu ou ont eu la capacité de mener un tel projet de manière autonome. Je suis maintenant disposé à répondre à toutes vos questions. Merci, monsieur le ministre. Avant de donner la parole au rapporteur, deux petites questions taquines de ma part. La première... finalement une seule question taquine de ma part. Est-ce que votre montre connectée a ressenti une augmentation de votre rythme cardiaque lorsque le Premier ministre a annoncé qu'il n'avait pas enregistré l'application Covid? Alors je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de montre connectée. Que la montre que je porte est une Casio achetée à 25 €, qui date, je pense, de la début des années 80, et donc il m'est impossible de répondre à votre question. D'accord. Je passe la parole au rapporteur. Madame Deroche. Oui, merci. Moi non plus, je n'ai même pas de montre du tout. Donc, et je n'ai même pas une montre non française comme Monsieur le ministre. Mais moi, j'avais une question. Vous nous avez expliqué, en effet, que ça avait mobilisé beaucoup de monde, qu'on voulait avoir une souveraineté, ce qu'on peut entendre, et sur quoi, en effet, ça avait été une des demandes. Mais comment vous expliquez alors le relatif, encore je suis gentille en disant relatif, échec du dispositif? Moi, je suis correcte, je ne suis pas comme le Premier ministre, j'ai Stop Covid sur mon iPhone, donc tout va bien. Mais comment vous expliquez cette faible mobilisation par rapport, par exemple, à l'Allemagne qui a d'autres systèmes? Est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose justement de trop spécifique et qui fait que ça ne fonctionne pas en nombre de personnes qui l'ont téléchargé, ou est-ce que la communication a été mauvaise? Comment vous expliquez parce que les chiffres sont quand même là. Donc comment vous l'expliquez? Alors, est-ce que vous souhaitez que je revienne sur pourquoi nous avons fait le choix de cette architecture technique? Peut-être que ça peut être utile à ce niveau du débat. Donc, ça nécessite de rentrer un peu dans le détail des deux architectures techniques proposées.
Je rappelle d'ailleurs qu'à l'origine, le projet français est un projet franco-allemand, enfin franco-germano-britannique, avec la même estimation de l'ensemble de ces 3 pays, mais d'autres pays autour du monde, qui est qu'il y a 2 modèles qui s'opposent dans la manière dont on conçoit les applications de contact tracing, qui sont le modèle centralisé et le modèle décentralisé. Les 2 termes étant un peu questionnables, mais c'est le terme qu'il convient d'employer. Comment marche un modèle décentralisé? Pardon de rentrer dans la technique, mais c'est important de comprendre pourquoi nous avons fait ces choix-là. Dans les 2 cas, lorsque je me promène et que je vous rencontre, Monsieur le Président, à moins d'1 mètre, plus de 15 minutes, le fait que si nous avons tous les 2 l'application, chacun de nos téléphones enregistre le fait que nous sommes croisés sur le téléphone. Dans le modèle centralisé, il existe un serveur central, et si jamais je m'identifie comme étant positif, alors l'ensemble des crypto-identifiants que j'ai enregistrés sur mon téléphone remontent sur le serveur central. Et tous les téléphones, je caricature un peu mais c'est cela, chaque jour ou plusieurs fois par jour, vont vérifier qu'ils sont sur le serveur central. Cette architecture a un avantage, c'est que vous comprenez qu'existent sur le serveur central uniquement les identifiants ou les crypto-identifiants des gens qui sont des contacts de gens malades. Donc il n'existe nulle part de liste de crypto-identifiants de gens malades. Premier élément. Comment marche un système décentralisé? Un système décentralisé, à chaque fois, donc nous enregistrons chacun nos crypto-identifiants respectifs. Si moi je me déclare, j'envoie mon identifiant sur un serveur central qui le redispatche sur votre téléphone. Et donc, dans un système décentralisé, la liste des crypto-identifiants de tous les gens malades, non seulement est disponible sur quasiment de manière très accessible sur Internet, et en plus, elle va sur tous les téléphones. C'est ce qui a conduit l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, mais d'ailleurs d'accord en cela avec ses homologues britanniques et allemandes, à considérer que, en termes de protection de la vie privée, la solution centralisée était plus protectrice que la solution décentralisée. Et d'ailleurs, ces craintes se sont révélées fondées. Aujourd'hui, sur les applications européennes, si vous êtes un peu malin, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des crypto-identifiants des gens qui se sont déclarés malades en Europe. Cette liste est facilement accessible. Et avec ce qui s'appelle un sniffer, donc la capacité à récupérer ce que vous émettez comme crypto-identifiant, je peux, si je suis un employeur, mettre un portique à l'entrée de mon entreprise et savoir si un de mes employés est lequel est dans la liste des gens malades. Donc c'est possiblement réidentifiant. Ces éléments, je vous les ai exposés ici, vous trouverez dans les débats académiques et techniques, notamment portés par certains de l'EPFL, qui sont ceux-là même qui est l'institution même qui avait poussé la solution décentralisée, l'ensemble des papiers techniques qui expliquent ce que je viens de vous expliquer. La solution centralisée, elle ne permet jamais de réidentifier quelqu'un de malade. Par ailleurs, et donc pour des raisons, il y a une première raison qui est une raison de sécurité et de sécurité de la vie privée. Un des reproches qui était fait à la solution centralisée est qu'il y a un serveur central et que donc un État mal intentionné ou peu démocratique pourrait se servir de ce serveur central pour surveiller ses citoyens, si on va un peu vite. Nous avons considéré que, l'ensemble de la transparence sur les éléments de code, sur l'accès au serveur central pour la CNIL et pour la commission de surveillance, et le fait que nous étions quand même dans un État démocratique avec une capacité de contre-pouvoir de la CNIL et du comité de surveillance qui a été voté par l'Assemblée et par le Sénat, garantissait aux Français, au-delà de leur confiance dans le gouvernement, ce qui se passait. Premier élément. Deuxième élément, qui est un élément sanitaire, et qui ont conduit à l'origine les Anglais, les Allemands et les Français à choisir la solution centralisée. Vous avez aujourd'hui 15 millions, peut-être 16 millions de Britanniques qui ont
une application sur leur téléphone. Vous avez, je pense, 18 millions d'Allemands qui ont téléchargé l'application. Vous avez un peu moins de, je l'ai dit, enfin 2,6 ou 2,7 millions de Français qui l'ont téléchargé. Chez nous, vous savez qu'il y a eu 9000 notifications, 9000 codes qui ont été scannés et 472 notifications qui ont été reçues. Les Allemands et les Anglais sont incapables de vous dire combien de notifications ont été reçues. Incapables. Pour une raison simple, c'est que l'ensemble de l'architecture est dans les mains d'Apple et de Google. C'est que la CNIL allemande ou la CNIL anglaise n'est pas capable d'aller à Palo Alto vérifier ce qui se passe sur les serveurs Apple et Google. Et donc, je vais venir sur le sujet. Je ne dis pas que l'application française est un succès. Pardon. Non, excusez-moi. Donc, non, ce que je dis, c'est que nous, on sait ce qui se passe et on sait que ça marche mal. Les Allemands et les Anglais, ils savent qu'il y a beaucoup d'applications qui ont été téléchargées, ils ne savent rien de ce qui se passe. Et ils ne savent même pas si ça marche. D'ailleurs, je vous renvoie à un article du Monde sur ce sujet qui explique très précisément que les Allemands ne sont pas capables de savoir combien de gens ont été notifiés. Et donc, c'est pour ça que je répète aujourd'hui, et je l'assume vraiment, c'est que je pense que ce choix technique était bon. La question que vous posez, Madame la Sénatrice, c'est est-ce que ce choix technique a pu influencer l'adoption ou pas des Français? Mon avis personnel, c'est plutôt que non, et quand on regarde les études, c'est plutôt confirmé. Aujourd'hui, je ne sais pas, pour dire réellement le fond de ma pensée, expliquer complètement pourquoi cette application n'est pas suffisamment téléchargée. Je pense que nous sommes à la croisée de plusieurs éléments, mais ce que l'on comprend dans les études Cali qui ont été menées, c'est que le vrai sujet, c'est que les Français ne comprennent pas l'intérêt qu'ils ont personnel à télécharger Stop Covid. Et que viennent ensuite se surajouter des craintes sur les données, ou en tout cas une incompréhension globale de comment se passe sur cette application. Je pense aussi qu'il y a probablement des dimensions culturelles, qu'il y a probablement des dimensions de timing, c'est-à-dire que les Anglais ressortent leur application au moment d'un reconfinement, ou en tout cas au moment où la peur remonte. Nous avons sorti notre application à un moment où en fait on pensait que c'était fini. Je caricature un peu, mais nous avons déconfiné. C'est impossible de refaire l'histoire. Maintenant, peut-être qu'effectivement, le fait de le lancer à un moment où en fait, les bars ferment, on a peur pour notre sociabilité. Les Anglais ont interdit les rencontres à plus de 6 personnes. Et on se rend compte que ça va durer 6 mois, 1 an et demi. Alors, il y a un effet de traction sur l'application qui est supérieur. Sans doute aussi, le gouvernement, moi-même, avons-nous été insuffisamment pédagogiques dans l'explication de à quoi sert cette application, ce qu'elle protège, etc., etc. Vraiment, je reviens sur les sondages qualitatifs qui montrent que les gens ne comprennent pas quel est leur intérêt. Et donc, je pense qu'il y a une conjonction d'éléments qui font que cette application est insuffisamment, malheureusement, téléchargée. Je voudrais juste élargir la focale. Il y a un succès de l'application en téléchargement parce qu'encore une fois, on ne sait pas son impact sanitaire en Allemagne et en Grande-Bretagne, en Suisse aussi, je crois. Dans l'ensemble des autres pays, c'est un échec parfois un peu moins problématique, mais c'est un échec. Et donc, la réussite des applications de contact tracing est plus l'exception que la règle. Cela ne doit pas nous absoudre de l'intérêt de cette application et de faire notre propre introspection sur pourquoi ça n'a pas marché. Mais il ne faut pas que l'arbre anglais et allemand cache la forêt du fait que en fait, ces applications ont du mal partout en Europe. Je dis partout en Europe parce que, à part Singapour, c'est difficile de comparer les applications numériques qui ont été déployées en Corée du Sud, en Chine, etc., qui n'ont absolument rien à voir en termes de protection de la vie privée. Et par ailleurs, les cultures sont très différentes. Merci. Madame Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout d'abord, j'aimerais une précision. Vous évaluez à 2,6 millions, 2,7 millions de téléchargements actuels en France. Le 22 septembre, lors d'une audition de la commission d'enquête, Bruno Sportis, PDG d'Ingria, nous a dit que 2,5 millions d'applications avaient été téléchargées, 1 million désinstallées, puis 300 000 réinstallées.
Si je compte bien, ça fait 1,8 million aujourd'hui, ça ne fait pas 2,6 millions. Est-ce que vous pouvez expliquer l'écart? Ensuite, Monsieur le Ministre, le 23 mai, lors d'une conférence sur Stop Covid, vous avez déclaré qu'il serait normal que nous puissions lancer un appel d'offres afin d'avoir un choix plus large avec les spécifications qui permettront à d'autres potentiels acteurs de s'impliquer dans le projet pour gérer et stocker les données de santé au sein de la plateforme technologique française du Health Data Hub. Pourtant, l'État a fait le choix de la société américaine Microsoft pour assurer l'hébergement des données de santé des Français. Ce choix a été fait sans appel d'offres et avec des risques de transfert de données aux États-Unis. Donc je voudrais vous demander quand sera programmé l'appel d'offres qui permettra à des entreprises européennes de participer à l'hébergement des données de santé des Français. Et justement, puisqu'on évoque l'échec relatif de Stop Covid, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre les réserves que suscite l'écho du Health Data Hub et du coup le peu de chargement de Stop Covid en France? Merci. Alors, sur le chiffre que j'ai donné, c'était un chiffre de téléchargement, donc c'est un chiffre brut. Je vous confirme, on vous reprécisera les chiffres, qu'on est donc entre 2,6 et 2,7 millions de téléchargements bruts, et que la désinstallation, je crois, est un peu au-dessus de 1 million maintenant, doit être à 1 100 000, mais donc c'est un chiffre brut. Premier élément. Sur le deuxième élément, d'abord sur la comparaison entre Stop Covid et le Health Data Hub. Je pense que... Alors, je vais revenir ensuite sur pourquoi est-ce que nous avons fait le choix, enfin pourquoi il a été fait le choix de Microsoft à l'époque par les équipes du Health Data Hub. Mais si nous avions choisi de passer par Apple et Google, je pense que les éléments que vous évoquez seraient aujourd'hui les éléments du débat. C'est-à-dire que ça n'aurait certainement pas facilité l'adoption par les Français, et que ce sur quoi vous m'interrogeriez aujourd'hui, c'est mais pourquoi êtes-vous passé par une solution américaine pour stocker les données de santé des Français? Et vous auriez d'ailleurs, s'agissant des éléments que nous pouvions développer nous-mêmes, puisque nous l'avons montré, probablement raison. Sur la question du Health Data Hub, je pense qu'il faut se remettre dans le dilemme qui a été celui de l'époque, qui était, je crois, en 2018. En 2018, le président de la République annonce que nous voulons accélérer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire progresser la santé et pour faire progresser la recherche française en matière de santé et de données numériques de santé. À ce moment-là, a décidé d'être lancé l'entrepôt des données de santé, autrement appelé le Data Hub, pour lequel une consultation d'acteurs, de 19 acteurs dont les Français, est mise en place, avec un certain nombre d'éléments du cahier des charges. Avec une volonté qui est de démarrer très vite. Qui est de démarrer très vite parce que, pour deux raisons. D'abord parce que nous voulons profiter de la dynamique autour de ce sujet. Et par ailleurs, il y a une compétition mondiale extrêmement forte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la santé. Le seul capable de répondre aux prérequis au moment où la consultation est faite, c'est Microsoft. Et donc, je rappelle juste un chiffre qui doit toujours nous faire réfléchir, mais qui est le fruit de décisions, enfin en tout cas de politique industrielle depuis très longtemps. Chaque année, Amazon investit 22 milliards de dollars dans la recherche et le développement. Chaque année, la somme dépensée par l'ensemble de la France, publique-privée, dans tous les domaines de recherche et développement confondus, ça doit être entre 60 et 70 milliards d'euros. Et dans le cloud, ça doit être moins d'1 milliard. Et donc, il y a des domaines, notamment dans l'intelligence artificielle, où les Américains ont une avance que nous ne pouvons pas nier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des domaines dans le cloud dans lesquels nous sommes forts, et ça ne veut pas dire que notre objectif ne doit pas être de faire en sorte de faire émerger un acteur français. En tout cas, dans la consultation qui est faite, à l'époque, sur les 19, dont plusieurs Français, pas seulement OVH, mais d'autres, Outscale, Microsoft est le mieux disant. Et donc, un choix est fait, qui est de dire, nous partons, enfin, ce qui est le choix d'ailleurs du ministère de la Santé, mais de dire, nous partons avec Microsoft pour avoir très vite des applications. Et d'ailleurs, pendant la crise du Covid, le Health Data Hub a été très utile pour travailler sur des sujets d'interaction médicamenteuse et des sujets
de comorbidité, de facteurs de comorbidité. Aurions-nous été prêts si nous avions dû attendre 1 an ou 2 ans et choisir un fournisseur français? Je le dis honnêtement, c'est très questionnable. Et donc, d'une certaine manière, il y a un choix ontologique à faire. En tout cas, le choix a été fait de partir pour le début sur cette plateforme et avec, dans le cadre juridique de l'époque, toutes les garanties qui étaient prises. Ce que j'ai dit lors de la conférence de presse, c'est que je souhaitais que nous puissions refaire un appel d'offres, puisqu'il était très clair dans la décision qui a été prise que c'était que pour une phase de démarrage, pour faire en sorte que nous allions vers des fournisseurs, de pouvoir rouvrir la compétition, et en tout cas faire une compétition ouverte. Mais je vais aller un peu plus loin. C'est qu'il y a une décision qui a été prise par la Cour de justice européenne avec l'invalidation du Privacy Shield il y a quelques semaines, au début de l'été. Et que ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec Olivier Véran, suite à cette modification et cette interprétation de la CJUE, qui est un coup de tonnerre dans le domaine des gestions de données sensibles, c'est au transfert du Health Data Hub sur des plateformes françaises, ou en tout cas européennes. Parce que, d'abord, le contexte juridique a complètement changé, mais cela met une exigence, et sur nous, et d'ailleurs sur les parlementaires aussi, parce que investir dans une infrastructure de cloud qui soit au niveau de compétitivité de celle des Américains et des Chinois, ça vaut très très cher. Et donc, il faut qu'on ait la conséquence de nos choix souverains. Donc c'est les discussions que nous aurons. Nous avons actuellement, notamment au niveau du président de la chancelière, des discussions avec nos partenaires allemands sur ce sujet, mais il faut bien être conscient que nous n'avons pas totalement la même capacité technologique aujourd'hui, y compris pour traiter des données de santé. Mais voilà, compte tenu de l'invalidation de l'arrêt Schrems 2 et de l'invalidation du Privacy Shield par la Cour de justice de l'Union européenne, nous travaillons à transférer ces données sur des fournisseurs de cloud européens. Merci, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos explications techniques qui sont tout à fait intéressantes. Mais la principale question qui se pose à nous, quand même, c'est de comprendre pourquoi 65 millions de Français ne veulent pas télécharger et utiliser cet outil. C'est quand même ça qui nous préoccupe, parce que je pense que on peut partager la conviction d'une utilité de ce type d'outil dans la stratégie de traçage et donc après de rupture des chaînes de transmission. Alors, vous avez évoqué quelques éléments. Vous avez dit on a lancé l'application à un moment où, au fond, on se disait bon, bah, c'est terminé, enfin, on sortait. Bon. Donc j'aimerais savoir, moi, parce que depuis 10-15 jours, là, la préoccupation remonte de façon forte, on ferme des bars, on ferme des restaurants, et bon, tout le monde porte un masque de façon beaucoup plus stricte. Est-ce que depuis 10-15 jours, vous avez constaté une hausse significative et importante des téléchargements de l'application? Par ailleurs, attendez, je n'ai pas fini, ouh là là, ne vous pressez pas. Par ailleurs, quand on veut que les gens utilisent une application numérique, on sait tous, et vous l'avez évoqué, les craintes que ça soulève. On répond aux craintes avec des éléments objectifs, vous les avez assez bien exposés, et puis on répond aux craintes d'une population par la confiance. Au mois de mars-avril, les enquêtes d'opinion indiquaient un soutien très majoritaire, on peut même dire massif, des Français aux mesures qui étaient prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. Le confinement, je crois, a recueilli jusqu'à 93% d'opinion favorable dans la population, je n'ai jamais vu. Les enquêtes d'opinion se sont dégradées au fil des semaines et des mois et de différents éléments, on ne va pas revenir dessus, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais actuellement, les mesures sont très majoritairement, en général, rejetées par la population, ce qui est inquiétant. Comment, dans ce contexte de défiance vis-à-vis des décisions du gouvernement, pensez-vous pouvoir restaurer l'adhésion et la crédibilité à un dispositif numérique proposé par le gouvernement? Et c'est une question absolument
fondamentale. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres pistes pour sortir de ce guêpier-là? Et je crois que vous avez tout à fait légitimement esquivé la question du président Milon, qui n'était pas taquine, qui était extrêmement importante, parce que la parole, soit on estime que la parole des gouvernants et des ministres n'a pas d'importance, c'est du premier d'entre eux, soit si elle en a, elle signe la qualité du lien entre les gouvernants et la population. Et donc, c'est une interrogation qui est vraiment centrale. Et ma dernière question très précise, à ce jour, quel est le coût de l'application Stop Covid? Je vous remercie. Alors, avons-nous constaté une augmentation des téléchargements légère? Aujourd'hui, nous sommes entre 6 et 10 000 téléchargements par jour. Entre 6 et 10 000. Pardon, excusez-moi, je pense que c'est le problème du masque. Mais donc nous sommes entre 6 et 10 000 téléchargements par jour, ce qui est un peu plus que ce qui était avant la crise. Mais là où je vous rejoins, c'est que nous n'atteindrons pas 65 millions de Français. D'ailleurs, nous aurions du mal à atteindre 65 millions de Français compte tenu de l'équipement smartphone. Mais oui, c'est insuffisant. Sur la question de la confiance, et sans répondre à la question plus essentielle de la confiance dans les gouvernements, la gestion de la crise, etc., que je laisserai plutôt à Olivier Véran, que vous avez, je crois, déjà c'est vrai. Mais il m'est difficile de répondre sur des questions de politique sanitaire. Mais ce n'est pas une question de politique sanitaire, la confiance. C'est une question qui s'adresse à tout gouvernant. C'est vrai, mais si je peux vous répondre, je ne vois pas de corrélation entre le taux de téléchargement en Europe et la confiance dans les gouvernements. Je pense que, ça serait un sujet qui nous emmènerait assez loin, je pense que le sujet de la confiance dans la démocratie, dans les corps intermédiaires, qu'ils soient politiques, institutionnels, médiatiques, est un énorme sujet. Que la crise actuelle que nous traversons est une crise qui peut avoir des répercussions démocratiques, eu égard à ces questions de confiance, eu égard aux tensions qu'elle instille dans la société, qui sont majeures. Et que, évidemment, cette question est au cœur, dans le cadre des relations entre les gouvernants et les administrés, dans le cadre d'une épidémie qui va durer. Mais s'agissant de l'application Stop Covid et de des applications similaires, je ne vois pas de corrélation entre la confiance dans les gouvernements et l'adhésion. Voilà. La question que vous posez, qui fait l'objet de réflexions intenses chez nous en ce moment, c'est comment relancer ou comment donner une deuxième chance à Stop Covid. D'abord, et malheureusement, je pense que nous ne sommes pas à une semaine près, compte tenu de la durée prévisible de l'épidémie. Et donc, nous y travaillons, nous y réfléchissons, nous regardons ce qui s'est passé en Angleterre. C'est assez intéressant, l'exemple anglais, parce que l'application n'est pas totalement la même dans ses fonctionnalités que celle de l'application allemande, qui est très proche de l'application française. Il y a plus d'informations, une interconnexion plus forte avec le système des bars et restaurants. Est-ce que ça justifie l'intérêt pour l'application? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on cherche à en savoir plus, d'ailleurs en lien avec nos homologues. On cherche à mieux comprendre ce qui se passe. Je pense que par ailleurs, si nous voulons relancer l'application, nous avons besoin de trouver des relais et des alliés. C'est-à-dire que compte tenu de ce que vous dites, avec lequel je suis assez en accord, c'est-à-dire que la parole des gouvernants, quels qu'ils soient, souffre d'un manque de crédibilité ou d'un manque de confiance actuellement. Mais quels qu'ils soient, partout dans le monde. Nous avons besoin que si les professions médicales estiment que c'est utile, alors elles doivent le dire. Les épidémiologues l'ont dit, le conseil scientifique l'a dit, mais on a besoin que les médecins généralistes, que les professeurs des universités nous aident s'ils pensent que c'est utile pour maîtriser l'épidémie. C'est à eux d'en faire le choix, c'est pas du tout... voilà. Si les responsables de cafés, hôtels, restaurants estiment que c'est quelque chose qui aidera à ne pas refermer les établissements recevant du public, alors il faut qu'ils nous aident à ce que les gens téléchargent ou activent Stop Covid, puisqu'on a aussi ce problème-là, c'est que les gens le téléchargent, mais ne savent pas que quand on ferme l'application, l'application n'est plus utile. Et donc, on va vivre avec ce virus pendant longtemps,
Si collectivement on estime que c'est un outil utile, alors je pense qu'il faut que ce soit un combat collectif, parce que si on veut renverser un outil qui est insuffisamment bien parti, pour le dire avec des mots un peu euphémisés, alors on a besoin que ce soit une manœuvre collective. Je remarque, mais je n'ai pas vérifié l'information, ce que m'a dit un journaliste italien mardi dernier, puisque l'application italienne Immuni, qui a été téléchargée plus que l'application française, mais insuffisamment là encore pour que ce soit utile, il m'a dit que les journaux de son pays, c'était un journaliste qui me disait ça, s'étaient mobilisés pour offrir au gouvernement une page de publicité pour faire la promotion de l'application Immuni, parce qu'ils considéraient que c'était utile. Je ne fais pas du tout un appel, mais je pense que si on considère collectivement que Stop Covid est utile, alors il faut que ce soit un mouvement collectif. Et que la parole politique n'étant plus tout le temps performative, ce n'est pas parce que le ministre de la Santé, qui fait sa part du travail en le rappelant systématiquement, dit systématiquement c'est utile de télécharger Stop Covid, qu'en bout de chaîne, les jeunes, les personnes âgées, les personnes concernées ou qui vont dans les bars et les restos vont aller sur leur App Store ou sur leur Play Store télécharger l'application. S'agissant de la déclaration du Premier ministre, je pense qu'il a été clair, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est un petit sujet auprès de Stop Covid également, on remarque que les gens ne comprennent pas forcément à quoi sert Stop Covid quand ils portent un masque, quand ils sont seuls dans leur bureau ou à 2 ou 3 personnes qu'ils connaissent et qu'ils retrouveront immanquablement. Ce qui est vrai, c'est que Stop Covid est particulièrement utile quand vous allez dans un bar, dans un restaurant, quand vous faites des soirées entre amis que vous n'avez pas le droit de faire, mais on sait que cela se passe quand même, que les gens ne portent pas de masque, et que vous ne savez pas forcément qui est à côté de vous, et que vous ne retrouverez pas, que les brigades sanitaires ne retrouveront pas. Ces cas de figure, le Premier ministre les rencontre assez peu. Et donc, c'est ce qu'il a essayé d'expliquer. Je comprends qu'on se concentre sur sa déclaration, mais c'est aussi ça que je pense à quoi nous devons travailler, qui est de bien rappeler à quelles occasions Stop Covid est utile et à quelles occasions réactiver son application quand on l'a. Si on pouvait, à chaque fois qu'on entre dans un restaurant, réactiver l'application, je pense que ce serait très utile. Mais il faut qu'on en soit conscient, que les restaurateurs nous aident à le rappeler, et ça nous aidera à éviter de prendre les mesures que nous sommes forcés de prendre. Sur la question du coût, alors, j'ai pensé bien avoir la question, mais le sujet étant un peu complexe. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. D'accord. Alors, juste rappeler peut-être le cadre juridique dans lequel cela se déploie. Alors, d'abord préciser que l'État français n'a rien payé jusqu'au 2 juin 2020. Et donc, dans toute la phase de développement, 8 avril, 2 juin, l'État français n'a rien payé. C'est d'ailleurs que j'avais précisé lors de mon passage dans les différentes commissions du Sénat et en séance publique. Je rappelle que pour le même travail, les Allemands ont payé 20 millions d'euros, que les Anglais ont payé quelques millions de livres, je ne sais plus combien, et que chaque pays a payé. Ensuite, à partir du 2 juin 2020, les personnes impliquées sont le ministère de la Santé, qui est le premier, qui est en première ligne, puisqu'il est responsable de traitement de l'application et financeur du projet. Il y a un accord cadre d'assistance à maîtrise d'œuvre pour le déploiement, l'infogérance et l'exploitation, l'hébergement, le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité, le support utilisateur, l'animation du déploiement et des usages et la maintenance évolutive de l'application Stop Covid, passé entre la Direction générale de la santé et INRIA. Et donc c'est dans ce cadre contractuel-là que l'équipe projet Stop Covid fonctionne, avec un accord de consortium entre les acteurs privés engagés dans le déploiement de l'application, à savoir Outscale, qui est la filiale de Dassault Systèmes, Capgemini, l'Unabi, Orange et l'entreprise Weezing, qui est spécialiste des objets connectés. Alors, la manière dont nous travaillons à ce stade, c'est que il ne m'est pas possible de vous donner un chiffre au réel. Je ne peux vous donner que les autorisations plafonds qui ont été données dans le cadre du marché, car à ce stade, il y a eu des avances, mais il n'y a pas eu de facturation au réel.
Donc je peux vous donner des plafonds. Je précise bien que ce sont des plafonds, car il est, comme tout plafond, nous les avons pensés en gardant une marge très importante afin de faire en sorte qu'on puisse tirer sur le sujet si nous en avions besoin. Par exemple, si nous devions réfléchir à déployer de nouvelles fonctionnalités, là, le coût serait probablement supérieur, il faudrait qu'on reste dans le cadre des plafonds. Donc on sera, in fine, à un quart ou la moitié des plafonds. Mais je vous donne les plafonds puisque c'est la question que vous me posez. Alors, sur la période des 4 premiers mois d'exploitation, c'est-à-dire du 2 juin 2020 au 31 septembre 2020, le plafond pour cette période totale est de 206 000 €. À partir... Pardon, mais je ne suis pas certain. Donc, pardon, oui. Donc, c'est 206 000 € pour cette période-là au total. Les premières factures sont d'ailleurs émises en octobre pour les premiers mois d'exploitation. Pardon, mais attendez, juste pose une question parce que je ne suis pas certain de comprendre. Vous pouvez répondre par écrit, hein, monsieur. Oui, ce que je vous propose, en fait, parce que je viens de me tromper dans les chiffres, donc ce n'est pas une très bonne chose. Le plafond, pardon, sur cette période est de 86 000 € par mois. Donc, vous voyez, je me suis trompé. Donc, quels sont les chiffres qu'il faut retenir? En gros, à ce stade, le plafond est environ de 100 000 € par mois. Et donc, c'est un plafond. Avec, jusqu'ici, jusqu'à fin octobre, Capgemini, qui est le maître d'œuvre du projet, travaille gratuitement. À partir de la fin octobre, nous avons lancé un appel d'offres qui permettra de faire en sorte de désigner, selon des règles de marché public, un nouveau chef de projet. Et donc ce montant plafond va augmenter. Il ne va pas exploser, mais il va augmenter. Donc il va probablement passer autour de 200 000 €. Je veux juste faire, pour vous donner une idée, un comparatif avec la situation allemande. Pour nous, ça a été un développement à 0 € et un coût de fonctionnement, enfin un coût d'entretien et de suivi qui est entre 100 et 200 000 € plafond par mois. Les Allemands, c'est 20 millions € de développement, 3 millions € par mois. Les chiffres sont publics. Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire ça? Justement parce que toute une partie de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage est assurée par Enria et que nous avons le savoir-faire. Le choix qui a été celui des Allemands a été de faire sous-traiter par SAP et par Deutsche Telekom la production des éléments. Je suis désolé de ne pas pouvoir être extrêmement plus précis, mais les éléments étant à tiroir, ce que je me propose, c'est de vous répondre précisément par écrit. Ça y est, c'est parti. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 collègues inscrits. Madame Deroche qui souhaitait reprendre une question. Je voulais repartir sur des points que vous avez évoqués lorsque vous avez répondu à mes collègues. Le premier, vous nous avez bien dit, et pour nous c'est important, lorsqu'on a lancé Stop Covid, c'est parce qu'on pensait que l'épidémie était terminée. C'est ça? Donc ça c'est bien. Deuxième point, vous dites là, on essaie en effet de le relancer, mais bon, on n'est pas à une semaine près. Moi, c'est quelque chose qui me trouble un peu parce qu'on est quand même dans une situation, on relance des plans blancs avec dans des programmations. Certes, j'entends le délai de la semaine, mais c'est justement un peu ce qui fait qu'on a peut-être pris du retard. Ça a été de se dire, on n'est pas à une semaine près. Et je pense que c'est là où il y a eu ces phases de retard. Alors, c'est facile, vous l'avez dit, de refaire l'histoire et sur une pandémie dont on ne connaissait pas le... Mais je pense que là, c'est vraiment des points importants. Et puis sur la relation confiance et téléchargement de l'application, il y a des pays où il y avait à la fois la confiance et une vraie application. Alors, ce sont des cultures différentes, puisqu'on a entendu Taïwan et la Corée du Sud, mais en Allemagne, on voit bien qu'il y avait une confiance, qu'il y a une application. Alors certes, elle coûte peut-être un peu plus cher que la nôtre, mais le coût global de l'Allemagne sera sans doute inférieur au nôtre, si je mets globalement. Donc c'était des remarques que je voulais faire. Merci. Vous désirez répondre ou je passe les questions? Oui. Juste,
ce que j'ai dit, c'est que nous avons lancé l'application à un moment où beaucoup de Français pensaient que l'épidémie était terminée. C'est pas que nous pensions que l'épidémie était terminée, nous n'avons jamais cru que l'épidémie était terminée, mais les Français pensaient que l'épidémie était terminée, et donc, enfin une partie d'ailleurs, seulement, mais en tout cas que la crainte était moins présente qu'elle ne l'est probablement aujourd'hui. Premier élément. Deuxième élément, pourquoi je dis que nous ne sommes pas à une semaine près? Je ne veux pas que vous me mépreniez sur les interrogations qui nous tenaillent et les évaluations de la situation sanitaire. Mais il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que nous n'aurons pas 2 fois une deuxième chance. Et que donc, si on devait décider de relancer Stop Covid, nous avons intérêt à savoir exactement ce que nous voulons faire, exactement quelles sont les modifications techniques que nous voulons apporter. Et une modification technique sur une application grand public comme celle-ci, ça prend plusieurs semaines pour être développé. Et également, prendre en compte les retours d'expérience des pays où ça a marché. Je rappelle quand même que sur le lancement de l'application, nous étions les premiers en Europe à le faire. Que des équipes ont travaillé nuit et jour pour être prêts pour le lancement, le 2 juin, le lancement de l'application. Et donc, bien évidemment que dès lors que le président lui-même, Olivier Véran, le Premier ministre, rappelle que cette application est utile dans la lutte contre l'épidémie, nous ne sommes pas en train de nous tourner les pouces pour regarder ce qui se passe. Mais, encore une fois, la réussite des applications, c'est l'exception en Europe, ce n'est pas la règle. Vous citez l'exemple allemand, c'est un très bon exemple. Effectivement, à bien des égards, on aimerait être dans l'exemple allemand. Je pense que pour le coup, la Corée du Sud, pour bien connaître la culture, puisque mon père est coréen, c'est très différent. Je pense que ça n'a vraiment rien à voir. Bon, pardon. Mais donc voilà, donc il faut, si nous devons relancer cette application, on ne peut pas se louper. Et donc, même si on prend le temps des modifications techniques, 1 semaine, 10 jours, je préfère que nous les prenions et qu'on mette toutes les chances de notre côté pour faire en sorte que ce deuxième lancement réussisse. Merci bien. Donc nous allons passer la parole à Madame Préville. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors je voudrais revenir tout d'abord sur le manque de coordination que nous avons eu avec les autres pays de l'Union européenne et vous demander pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi on a loupé en fait le coche. Et effectivement, comme disait ma collègue tout à l'heure, il y a eu une question de vitesse de réponse en fait par rapport au phénomène. Et c'est peut-être ce qui explique que les Britanniques et les Allemands ont téléchargé puisque c'était disponible et peut-être qu'ils ont eu plus confiance que nous. La question de l'efficacité et du bilan et du coût, enfin, je reste très dubitative sur ce que vous nous avez raconté sur le coût. J'ai du mal à suivre et à comprendre. Et ensuite, vous avez évoqué tout à l'heure que en Grande-Bretagne et en Allemagne, il n'y avait pas, les gouvernements ne connaissaient pas le nombre de notifications. Mais est-ce que le but, c'est que l'État soit au courant qu'il y ait eu un certain nombre de notifications, ou bien est-ce que ce qui est important, c'est que chaque personne individuellement ait sa notification et agisse en ce sens-là. Donc là aussi, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Et puis enfin, parce que je reviens et j'étais déjà intervenue dans le débat au Sénat, c'est l'idée qu'une solution qui soit parfaitement anonyme n'est pas atteignable. Et juste se poser la question, pour une personne âgée qui est seule chez elle et qui n'a pour seul contact qu'une aide ménagère, si elle devient positive, forcément, elle va se dire que c'est son aide ménagère. Mais pour autant, je ne crois pas qu'on puisse affirmer que si elle est testée positive, ce soit forcément ça. Puisqu'on sait qu'à la livraison de nourriture à domicile et que ça peut être sur un emballage plastique, puisque ça reste plusieurs jours. C'est le matériau qui garde le plus longtemps le virus. Donc, il peut y avoir des fuites d'informations. Et moi, c'est toujours le questionnement que j'ai par rapport à ça, par rapport à la sécurité et par rapport aux cas très particuliers, et pas si particuliers que ça, en fait, sur les personnes qui sont seules à domicile. Et qui, donc, on pourra cibler et toutes les conséquences que ça peut avoir sur quelque chose qui va un peu contaminer la société, sur se douter ou sans être vraiment sûr,
pouvoir dire que c'est un tel qui va contaminer. Voilà, je vous remercie. Alors, Madame la sénatrice, sur le manque de coordination avec les autres pays de l'Union européenne, d'abord sur la vitesse de réponse, nous avons été les premiers à sortir, bien avant les Allemands et bien avant les Anglais, puisque les Anglais ne sortent que maintenant, soit 3 mois plus tard. Donc, la première application disponible a été l'application française en Europe. Donc, en tout cas, ce n'est pas. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent probablement le fait que nous n'ayons pas réussi, mais en tout cas, ce n'est pas la question de la rapidité de réponse. Pourquoi ne sommes-nous pas coordonnés avec les autres pays? Mais parce que nous avions un choix assez binaire. Soit on choisissait de se coordonner avec les autres pays et on avait Apple et Google, c'est aussi simple que ça, soit on choisissait de ne pas se coordonner et on restait souverain. Honnêtement, la valeur ajoutée de la coordination avec les autres pays, elle est très limitée. Elle est vraie pour les voyages internationaux, mais si j'ai besoin d'aller demain voir mon homologue allemand, je téléchargerai l'application allemande et ça ne me posera pas beaucoup de problèmes. Et pour les travailleurs transfrontaliers, ils ont 2 applications, ce qui ne me semble pas totalement dirimant en termes d'expérience utilisateur. Donc vraiment, on a fait un choix qui est de ne pas se coordonner avec l'Union européenne sur ce sujet parce que nous ne souhaitions pas travailler avec Apple et Google. Sur le nombre de notifications, je suis un peu en désaccord avec vous parce que, enfin, quand même, les Allemands et les Anglais ne savent pas si ça marche. Elle est très téléchargée, mais ils ne savent pas vous dire combien de notifications ont été envoyées. C'est-à-dire que, et c'est même un problème démocratique, si je puis me permettre, vous avez un processing de données santé, personne n'est capable de vous dire ce qui est en train de se passer. Je veux dire, c'est quand même pas des entreprises qui ont un track record en matière de protection de la vie privée qui est exceptionnel. Je veux dire, la CNIL allemande, elle ne va pas ouvrir la boîte de l'application. Hein. Nous, chez nous, la CNIL, elle est venue voir. Et je suis capable de vous dire que ça ne marche pas super bien parce que voilà. Mais si l'application allemande, il y a 18 millions de personnes qui l'ont téléchargée, il y a une seule personne qui a reçu une notification, mais personne ne le saura. Donc, quelque part, même pour la représentation nationale, je veux dire, vous avez payé une application 20 millions d'euros, vous payez 3 millions d'euros par mois, vous ne savez pas si ça marche. Enfin, en tout cas, moi, je considère qu'il y a des justifications au choix qui a été fait par la France. Je trouve ça totalement légitime de questionner d'ailleurs ce choix, mais en tout cas, c'est dans ces cadres-là que nous avons fait ce choix-là. Sur la question de la personne âgée seule chez elle, sur la question de la fuite d'informations techniques, nous avons pris toutes les sécurités que nous pouvions. C'est-à-dire que concrètement, l'ANSSI est à bord, le niveau de sécurité est extrêmement fort. Voilà, je ne peux que vous dire cela. Je pense que nous avons pris toutes les garanties possibles. S'agissant de la personne âgée qui est seule chez elle, mais dans le cadre des brigades sanitaires, en fait, on va aller récupérer le contact, le numéro de téléphone. Donc, je veux dire, le sujet de l'application et du contact tracing, c'est que on doit remonter les chaînes de contamination. Ce que vous faites à travers Stop Covid, c'est que si jamais elle est prévenue qu'elle a été contaminée, d'abord, il faut qu'elle ait Stop Covid. Je ne suis pas certain qu'il y ait énormément de personnes âgées qui aient Stop Covid. Et ensuite, elle n'est pas capable de retracer quand ou qui elle a rencontré. Mais si elle n'a rencontré qu'une personne sur les 7 derniers jours, que ce soit par les brigades sanitaires, ou de toute façon, mais si elle a rencontré une seule personne sur les 7 derniers jours et qu'elle tombe malade, elle a une indication assez forte pour savoir qui... Oui, mais c'est la même chose sur Stop Covid. Il n'y a pas plus de... Voilà. Donc, ça ne change pas grand-chose à la situation en tant que telle de propagation de l'épidémie. Quand vous n'avez rencontré qu'une seule personne, vous n'avez rencontré qu'une seule personne. Merci. Madame Jasmin, pour la suite. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ça vient d'une bonne volonté, certes, mais quand on voit la réalité, le succès escompté, bon, on voit bien que c'est limite. Et là, j'ai le souvenir de l'audition de votre ex-collègue, porte-parole du gouvernement, qui avait parlé de l'acculturation scientifique des Français. Donc, c'est comme si les Français n'étaient pas en mesure de comprendre. Mais si c'était l'inverse, est-ce que le niveau de connaissance suffisant des Français était suffisamment poussé
pour attirer la méfiance par rapport à cette application. Donc, est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce qu'ils ne se sont pas, parce qu'il y a eu aussi une certaine cacophonie à un certain moment, il faut le dire. Donc, est-ce que ce n'est pas la méfiance qui a suscité ces freins? Et puis, concernant la réponse que vous avez donnée au sénateur Jomier, qui est rapporteur, concernant les coûts, on constate qu'il y a quand même une façon hasardeuse, je dirais, de faire les dépenses, parce que vous dites avec fierté qu'entre le 8 avril et le 2 juin, l'État français n'a rien payé. Mais l'État français a quand même payé. Et là, si vous fonctionnez comme pour les crédits à la consommation, je trouve que c'est quand même dangereux. Parce que vous allez après mettre en place. C'est vrai que dans l'urgence, il fallait faire quelque chose, mais par rapport aux besoins qu'il y avait à la fois dans les hôpitaux, les besoins pour soigner réellement, l'urgence, c'était peut-être là. Donc, vous avez évidemment fait un choix, mais je crois que les soignants avaient besoin aussi de fonds. Donc, est-ce que c'était nécessaire de faire dans l'immédiat cette priorité-là, parce que vous parlez bien entre avril et juin. Donc là, est-ce que les priorités étaient vraiment les plus pertinentes? Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, sur la question des doutes des Français liés à la communication autour de l'application, je ne peux que abonder dans votre sens. C'est-à-dire que, oui, je pense qu'en partie, les questionnements, les polémiques sur la question de l'application ont pu créer de la méfiance des Français. Je ne peux que le regretter. Je ne peux que constater que la CNIL est venue voir sur pièce et sur place, qu'elle a donné à plusieurs reprises son go pour l'application, qu'elle a confirmé, moyennant quelques petites modifications, que l'application était conforme au RGPD en septembre dernier, mais que, effectivement, les discussions autour de ces applications ont pu probablement créer de l'émoi. Sur la question du coût, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec vous. Les entreprises ont travaillé pro bono entre le 8 avril et le 2 juin 2020. Je veux dire, elles l'ont fait pour une raison simple, comme beaucoup d'autres entreprises et comme beaucoup de Français, c'est qu'elles ont considéré qu'il était leur devoir national de mettre leur personnel à disposition. Entre INRIA et toutes les entreprises qui ont été qui ont été impliquées entre le 8 avril et le 2 juin, c'est plus de 200 personnes, Madame la sénatrice. Et donc, je veux quand même, pour le coup, je pense qu'il faut plutôt les en remercier. C'est-à-dire, il y a quand même une situation un peu ubuesque qui est que des entreprises françaises décident de mettre leur personnel à disposition gratuitement, nuit et jour, y compris le week-end, pour aider l'État à développer une application, et que derrière, monsieur Assouline, je pense qu'elle ne sert à rien, on fera les comptes à la fin. Comme on dit chez moi, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, on verra. Mais donc, elles sont venues, elles se sont impliquées, elles ont mis du personnel à disposition. Je pense qu'il faut les en remercier. Maintenant, on rentre dans un process contractuel plus normal, et c'est normal et c'est sain. Mais on est dans une période d'urgence, on est dans une période où il fallait se mobiliser, elles l'ont fait gratuitement, et je pense qu'il faut les en remercier. Merci bien, Monsieur Savary, prend la suite. Oui, merci. Moi, j'avais une remarque à faire qui va dans le droit fil de ma collègue sénatrice. 2 fois, vous nous avez dit, Monsieur le ministre, les Français ne comprennent pas. Une fois, vous avez dit les Français ne comprennent pas. La deuxième fois, vous dites les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous ne pensez pas que, certes, il y a une défiance des Français vis-à-vis du monde politique, on a tous constaté, là-dessus on est d'accord, mais on a l'impression qu'il y a une vraie défiance du gouvernement vis-à-vis des Français. Parce qu'il y a des Français qui ont très bien compris, quoi. Et cette défiance, tant qu'il y a ce climat de défiance, vous m'en excusez, mais l'autre jour, on a entendu parler d'acculturisme scientifique, là, les gens ne comprennent pas. Tant que vous avez des relations comme ça, et c'est le médecin qui parle, ça ne peut pas marcher, quoi. Les relations ne peuvent marcher que quand il y a une relation de confiance. Voilà, c'est comme ça que les relations type médecin-malade, le malade, s'il a confiance dans son médecin, vous savez, vous obtenez énormément de choses. S'il n'a pas confiance, il va voir celui d'à côté. Ouais. Et bien, c'est le même genre. Je pense que là-dessus, il pourrait y avoir confiance dans le peuple et ça réglerait les choses. Deuxièmement, je ferme la parenthèse, mais je vous livre mon sentiment. Deuxièmement,
l'autre jour, nous étions en réunion de bureau. Ma chère collègue Catherine Desroches me dit, en parlant de Stop Covid, est-ce que tout le monde a Stop Covid? Ouais, très bien. Moi, je dis, ah non, je n'ai pas Stop Covid. Ah, bravo. Renseignement pris, j'avais mis Stop Covid. Parce qu'après, je me suis dit, quand même, ça m'étonne que je n'ai pas mis. Ce n'est pas moi qui mets les applications, c'est mon assistante. Sauf que ça m'a bouffé la batterie. Bon. Et donc, à un moment, j'ai dit stop. Je m'en souvenais même plus, parce que c'est un détail. J'ai dit stop, j'arrête l'application. Alors depuis, monsieur le ministre, je mets l'application. Mais je vous raconte un Français moyen. J'ai mis l'application. Je n'ai aucune interactivité. J'en ai discuté avec d'autres. On fait des relations avec les ARS, le préfet. On en parle de Stop Covid. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces responsables? Il n'y a pas d'interactivité, on l'oublie, ou bien on a d'autres soucis. Donc ça fait que s'il y avait de temps en temps un rappel, vous voyez un petit message, ça se fait quelque chose, ça vous rappelle sans arrêt qu'elle est branchée, elle n'est pas branchée, attention, ça monte, ça descend. C'est un outil extraordinaire pour communiquer avec les personnes. Et je trouve qu'il est incomplet, cet outil. C'est pour ça que vous l'ayez pas, vous en souvenez même plus arrivé à un certain moment. Alors, autre question, maintenant, passer ces réflexions, moi je souhaite qu'on aille vers une interactivité, c'est comme ça que les applications marchent, c'est pas autrement, me semble-t-il. La question que je souhaite vous poser, c'est par rapport à la Cour de justice européenne. Vous avez dit qu'il y avait des mesures qui étaient prises et qu'il y a véritablement, par rapport aux acteurs américains, il y avait des problèmes de confidentialité des données. Donc c'est les pays étrangers qui vont être davantage touchés puisqu'ils sont avec Google, etc., avec Apple, non, avec les GAFA. Donc ils vont être touchés. Mais nous, comme nous hébergeons sous Microsoft, américains, on est touchés. Ça veut dire quoi? Que ces données qui ont été hébergées par Microsoft sont les Américains qui les possèdent. Nous, me semble-t-il, mais vous allez répondre, peut-être que je me trompe, nous possédons, là c'est pas interactif non plus, nous ne possédons pas les données américaines. Alors demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces données de santé qui ont été collectées, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'elles vont devenir puisque c'est Microsoft? Ça pose un sérieux problème. Qu'en est-il? C'est des données qui, au bout de 6 mois, devaient être effacées. Quelles sont les garanties que vous avez? Ou bien sont-elles perdues définitivement? Parce que le jour où vous allez couper effectivement avec Microsoft, que deviennent ces données? Merci. Alors, monsieur le sénateur, plusieurs éléments. Quand je dis les Français ne comprennent pas, ce n'est pas une qualification de ma part, c'est juste ce que nous disent les sondages qualitatifs que nous avons faits auprès de gens qui n'avaient pas Stop Covid. Pourquoi n'avez-vous pas Stop Covid? Et la réponse majoritaire, c'est parce que je ne comprends pas quel est mon... Pardon. Nous avons fait donc des sondages qualitatifs, et la réponse majoritaire, c'est parce que je ne comprends pas quel est mon intérêt. Et donc, je n'ai pas d'appréciation qualitative à porter sur la compréhension par les Français de l'épidémie ou pas. Je ne peux que constater que, quantitativement, quand on fait des études, c'est ce qui remonte. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas de qualification de l'attitude des Français de ma part. Votre intervention sur la batterie, elle m'est très utile, monsieur le sénateur, c'est faux. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en apercevoir vous-même, puisque comme tout le monde a un Apple ou un Samsung, voilà, vous pouvez aller voir dans vos réglages quelles applications utilisent de la batterie. Et vous vous apercevrez que Stop Covid, même allumé toute la journée, vous prend moins de 1% de votre batterie. Et donc, je le dis parce que j'en profite parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises. Mais c'est faux la batterie. Non mais et c'est pas moi qui vous le dis, c'est votre téléphone qui vous le dit. Donc voilà. Donc ne croyez pas le gouvernement, mais croyez votre téléphone qui n'a aucun intérêt à vous mentir sur Stop Covid. Il n'a pas d'action dans Stop Covid. 1%. Voilà. Non mais je vous le dis. Voilà. Donc Non, mais non, c'est pas vrai, monsieur. Franchement, on me l'a fait plein de fois. À chaque fois, c'est ma réponse et elle est imparable. Voilà. Donc vraiment, je suis formel sur ce sujet. La batterie, c'est faux. Et vraiment, je serais prêt à vous croire si le téléphone disait autre chose, mais moi aussi, je le laisse toute la journée et c'est à 1%. Oui, mais voilà. Je ne peux que vous répondre. Alors, bien sûr, il faut que je me méfie.
vous êtes... non, juste sur la question de Stop Covid et des outils du gouvernement de la lutte, enfin, notamment contact tracing, etc., ce n'est pas hébergé sous une plateforme américaine. L'entrepôt des données de santé dont nous parlions tout à l'heure, c'est un autre projet. Et d'ailleurs, le sujet n'est pas tant que les données appartiennent aux Américains. Non, les données n'appartiennent pas aux Américains, elles appartiennent juridiquement aux Français. Mais il y a une incertitude juridique sur la capacité de la justice américaine à venir saisir ces données de manière extraterritoriale qui conduit l'Union européenne à considérer qu'il y a un risque juridique. Mais aujourd'hui, elles appartiennent aux Français et il n'y a pas de demande de réquisition des Français. S'agissant de Stop Covid en tant que tel, l'hébergeur est Outscale, donc Dassault Systèmes, qui est une de nos pépites technologiques, que vous connaissez, j'imagine. Et donc, tout est hébergé chez les Français. Et d'ailleurs, il n'y a que des entreprises françaises qui ont été impliquées dans le projet Stop Covid. Donc, je pense qu'il faut être vraiment très clair là-dessus. Tout dans Stop Covid est français. Et donc, nous avons d'ailleurs veillé, et c'était un des éléments qui était important à nos yeux. S'agissant de l'interprétation pour les pays qui sont chez Apple, Google, de l'arrêt de la CJUE, je laisserai les pays répondre eux-mêmes. Madame Cohen, c'est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans le domaine de l'interopérabilité, on distingue trois sortes d'interopérabilité: technique, syntaxique et sémantique, plus le vocabulaire des échanges. Et en général, pour le médical, on va choisir la terminologie de l'OMS. Or, il y a une société, SNOMED International, qui a développé une terminologie géante et multi-domaine, qui a pour ambition de devenir un langage d'échange universel. Effectivement, il y a la gratuité de cette licence, mais la licence s'accompagne de restrictions qui font que la terminologie est difficilement utilisable en recherche. J'ai été, moi, alertée par des chercheurs. Et beaucoup pensent que ce principe revient à privatiser le bien commun représenté par notre vocabulaire de santé. J'aimerais donc, Monsieur le Ministre, avoir votre position sur cette société SNOMED. Est-ce que vous pensez, malgré donc toutes ces défiances, avoir une application au plan national? Et si tel est le cas, quels garde-fous vous voulez mettre en place pour éviter justement ce risque de privatisation? Ma deuxième question, c'est concernant la souveraineté. Vous avez donc, au nom de la souveraineté numérique, vous avez refusé, et vous l'avez redit ici, de vous appuyer sur Apple ou Google pour l'application Stop Covid. C'est bien ce que vous avez affirmé, ce que vous avez redit à juste titre. Et il y a par contre une autre application qui s'appelle Health Data Hub, on vient d'en parler un petit peu, et qui finalement va voir les données de santé confiées à Microsoft, alors que plusieurs associations de soignants, d'informaticiens, de chercheurs, de participants du logiciel comme Interop et des syndicats s'opposent à ces choix-là. Donc, comme il y a des propositions d'alternatives, moi, je vous demande, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous pensez de mettre en place un grand service public des données de santé qui associe donc les expertises des soignants, des organismes de recherche publics et des entreprises nationales? Outre le fait de garantir la sécurité de nos données, ça permettrait également d'encourager un développement industriel et ça participerait à une souveraineté numérique de la France dans le cadre évidemment de coopération européenne et industrielle. On est vraiment là dans le sujet de la souveraineté numérique qui a vraiment un lien avec ce dont on est en train de parler sur Stop Covid. Alors, Madame la sénatrice, sur votre première question, je vous avoue que je ne connais pas cette société, je n'en ai jamais entendu parler, et donc je me permettrai de vous répondre par écrit, afin de vous apporter une réponse précise. Sur la question de l'entrepôt des données de santé et de Stop Covid, je pense que la différence entre Stop Covid et l'entrepôt des données de santé, c'est que sur Stop Covid, nous avions la compétence à l'instant T pour faire ce que faisaient les Américains. Sur l'entrepôt des données de santé, comme je l'ai évoqué, mais je ne reviendrai peut-être pas sur le long développement que j'ai fait sur notre volonté maintenant d'aller vers une solution européenne.
à l'instant T, je le répète, c'est-à-dire début 2018 de mémoire, les capacités, les seuls à même de répondre à nos nécessités pour des politiques sanitaires étaient les Américains. Et donc il y a eu ce choix qui a été fait. Maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts, le cadre juridique a été significativement modifié, et donc nous allons évoluer, mais dans un sens qui est cohérent avec ce que vous évoquiez. Mais il y a eu ce choix un peu cornélien qui a dû être fait à l'époque. C'est juste une précision, Monsieur le Président, à demander, parce que je veux être sûre de ne pas interpréter vos propos et de bien les entendre. Donc, pour la première question, une réponse écrite me va bien, que je partagerai avec mes collègues, parce que j'imagine qu'ils sont aussi intéressés. Mais pour le deuxième élément, donc sur la souveraineté numérique, vous dites qu'au tenté, il n'y avait pas les compétences au niveau de la France, donc vous avez été amené à abriter donc nos données de santé sur Microsoft, mais que les choses ont évolué et que vous réfléchissez, je le dis peut-être un peu abruptement, un peu différemment. Alors, si j'entends vos propos et si j'essaye de les... Parce que je suis d'un naturel optimiste, donc j'essaye de les pousser, est-ce que ça veut dire que parmi les alternatives que vous envisagez, la question justement de ce pôle public, enfin ce service public en quelque sorte, ce grand service public de données de santé, donc associant tous les soignants, etc., est quelque chose qui fait partie des alternatives que vous allez envisager? Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de l'infrastructure. C'est-à-dire que l'entrepôt des données de santé, l'équipe de l'entrepôt des données de santé, la gouvernance de l'entrepôt des données de santé, c'est une équipe publique, c'est un entrepôt, c'est une gouvernance publique avec l'ensemble des hôpitaux qui associe l'ensemble des acteurs de la santé, etc., etc. Elle utilise un outil américain. Mais aujourd'hui, je veux dire, la volonté de l'entrepôt des données de santé, c'est bien de laisser la gouvernance des données de santé à la main du système de santé français et du gouvernement français, en choisissant, en ayant des règles très claires sur qui va pouvoir processer les données, en ayant des règles très claires sur comment vous pouvez accéder aux données, ce que vous pouvez faire tourner, en choisissant les projets les plus intéressants, etc., etc. Mais tout ça, c'est une équipe publique, avec une gouvernance publique, avec l'association des différents hôpitaux. Et d'ailleurs, il ne faut pas vous imaginer aujourd'hui l'entrepôt des données de santé comme un très grand entrepôt dans lequel il y a tous les données de santé des Français. En fait, toutes vos données sont chacune éparpelées, ce qui est d'ailleurs une des très grosses difficultés du projet, dans les hôpitaux, chez votre médecin généraliste, chez votre laboratoire d'expertise, etc., etc. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est d'interconnecter l'ensemble de ces bases, ce qui est très compliqué, pour ensuite... voilà. Et pour une partie remontera dans l'interface technique que j'évoque tout à l'heure du HDH, du Health Data Hub, qui est sous infrastructure américaine. Et c'est cela que, pour me faire bien comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette infrastructure technique que nous allons faire évoluer vers un fournisseur européen. Mais le reste de la... Ah, mais il n'y a pas de fournisseur public d'infrastructure, Madame la sénatrice. Est-ce que vous allez évoluer vers une structure européenne, donc dans le cadre d'une coopération? Non, la gouvernance, elle est publique, les équipes, elles sont publiques. Mais les fournisseurs de cloud... en fait, il y a OVH, il y a Outscale, il y a Scaleway, il y a OutDrive, ça c'est des entreprises privées, mais il n'y a pas de... et puis il peut y avoir des autres entreprises européennes, mais ce sera une entreprise privée qui viendra donner, elle sera en contrat de prestation avec l'équipe de l'entrepôt de données de santé, mais il n'y a pas d'entreprise publique qui fasse du cloud aujourd'hui. Donc, je peux vous garantir qu'il y aura les garanties juridiques, de processus sanitaires, etc., seront les mêmes et qu'elles seront publiques, mais l'outil, lui, sera fourni par une entreprise privée qui ne sera plus une entreprise dont la maison mère est aux États-Unis, pour le dire plus clairement. Madame Meunier. Oui, merci. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, c'est en fait un bilan à 6 mois qu'on fait aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas du tout technique et technicienne, mais c'est un outil, pour moi, un outil supplémentaire ou complémentaire. Or, bon, à entendre et à constater le peu d'enthousiasme des Françaises et des Français sur cette Stop Covid, sur cet outil et cette application, moi, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui de mieux ou de plus pour que 6 mois après, on n'en arrive pas là?
Et puis, vous avez parlé donc de votre volonté de développer cette application, et notamment, vous avez pris l'exemple des restaurateurs, en disant que bon, il faut que ce soit un travail d'ensemble et de partenariat. Est-ce que vous avez contacté par exemple l'Union des métiers interprofessionnels de l'hôtellerie? Est-ce que vous avez contacté les associations et les fédérations de consommateurs? Enfin, de quelle manière vous souhaitez vous allier davantage de monde? Parce que vous le savez, depuis le milieu de la semaine, là, chez les restaurateurs, nous sommes un peu tracés. Mais c'est bien avec le papier et le crayon que nous donnons nos coordonnées. Donc on est très loin de l'application Stop Covid. Oui, Madame la sénatrice, que faire de plus? Je pense qu'il y a des éléments qui ont été évoqués par le sénateur dont je n'ai pas saisi le nom, mais qui est médecin. Voilà, pardon, monsieur le sénateur. L'idée de mettre de l'information, de l'interactivité, que les gens se rappellent que c'est utile d'y aller, qu'ils puissent avoir, c'est une idée sur laquelle nous travaillons. Je pense que ça ne change pas tout, mais qu'effectivement, si on peut avoir des informations simples, éventuellement du département dans lequel on est, voilà. Savoir quoi faire quand on est cas contact, les numéros de téléphone, etc. C'est une idée sur laquelle nous travaillons qui est effectivement très intéressante. Et je pense que c'est effectivement une piste de travail qui répond à... D'ailleurs, c'est pour ça que je faisais le comparatif entre l'application allemande et l'application anglaise. C'est ce que fait l'application anglaise, ce n'est pas du tout ce que fait l'application allemande. Pourquoi, à l'origine, nous étions partis sur quelque chose d'extrêmement pur, quelque part, pour le dire, mais du coup, effectivement, de peu interactif. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même beaucoup de questions et de psychoses autour de l'application, et de débats légitimes. Et donc, nous avions choisi de cantonner l'application dans son pur travail de contact tracing, pour ne pas entrer dans des débats compliqués sur quelle information qu'on allait mettre, etc. Donc, mais ça, on peut le changer. Sur la question des restaurateurs, vous aurez peut-être remarqué que dans le protocole qui a été négocié avec les restaurateurs franciliens, nous avons injecté la recommandation, enfin la demande de recommander Stop Covid. Et donc ça fait formellement partie du protocole. Donc c'est ce genre d'action que je pense que nous pouvons développer, mais c'est une chose de le mettre dans le protocole, c'est une autre chose que quand vous arrivez dans le restaurant, dans tous les restaurants, il y a un QR code avec écrit télécharger Stop Covid ou réactivez-le. Donc ça maintenant, il faut que ça se mette en place. Il y a une équipe au ministère de la Santé qui est en train d'y travailler. Ça peut être vrai pour les bars, ça peut être vrai pour les restaurants, ça peut être vrai pour certains établissements recevant du public comme les magasins. Je pense qu'il faut, voilà, dans ces endroits où on côtoie des gens qu'on ne connaît pas, où souvent on n'a pas de masque, ça peut être utile. Mais encore une fois, je pense que le principal, c'est qu'il y ait cette volonté collective de relancer Stop Covid. Pour répondre à votre question, je pense que c'est la responsabilité du gouvernement et il ne faut pas se défausser. Mais je pense qu'il y a une parenthèse dans les semaines qui viennent, compte tenu de la résurgence de l'épidémie, compte tenu de ce qu'on voit à l'étranger pour relancer Stop Covid, mais on doit le faire de manière collective. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de gens qui nous aident à le pousser. Monsieur Assouline prend la suite. Oui, vous avez répondu dans le micro à quelque chose que j'ai dit en aparté, mais qui ne faisait que relever ce que vous nous expliquez, ce que vous avez expliqué. Vous dites que ça ne marche nulle part. Alors, je suis en droit quand même de me dire pourquoi vous vous obstinez. C'est pas une question de culture française, de méfiance. C'est depuis le début de cette épidémie quelque chose qui est de votre responsabilité politique au gouvernement. Si on vient expliquer que les masques ne servent à rien et qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous sommes obligés de les porter, les Français doutent de ceux qui leur ont parlé au moment fort de l'épidémie. Quand on dit qu'il faut tracer et il faut tester, il faut tracer et il faut isoler, et qu'au moment où ils se ruent sur les tests, rien n'est prêt, les queues sont interminables, les résultats viennent 8 jours après, que personne, souvent dans la région parisienne, ne reçoit de coup de fil pour tracer et qu'il n'y a pas de solution d'isolement, alors la confiance,
elle ne peut pas être au rendez-vous, et c'est encore de votre responsabilité. Et si vous lancez une application et qu'elle ne marche pas, c'est dans toute entreprise qui lance, entre guillemets, un produit, quand elle le lance et ça ne marche pas, ils ne se disent pas c'est la faute du client. Ils disent c'est de ma faute. Donc à un moment donné, il va falloir que vous regardiez votre responsabilité pour que la confiance revienne. Et évidemment que sur une question aussi essentielle que les données personnelles, il faut beaucoup de confiance. Ça dépasse l'épidémie et Stop Covid. Vous êtes au cœur, dans votre responsabilité, d'un sujet où beaucoup de citoyens dans le monde, pas seulement en France, sont inquiets parce que les données personnelles sont pillées à une échelle de masse. On ne sait pas qui a quoi comme données. À chaque fois, là, on a un portable tous en face de nous, mais on sait très bien que sur des bases de données, on sait exactement où nous sommes en ce moment, et parfois même ce qu'on peut dire. Et ça va continuer, avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, l'enjeu éthique et l'enjeu politique nécessitent une éducation, une transparence et une forte autorité en termes de confiance des gouvernants. Il n'y a pas situation plus favorable, entre guillemets, qu'une épidémie où les Français sont prêts à sacrifier pas mal de choses pour éviter de tomber malade ou de faire tomber malade quelqu'un. Pour dire, ben, si cet outil peut me servir à quelque chose, même si j'en doute un peu, je vais le télécharger parce qu'il s'agit de la vie et de la mort. Et malgré cette crainte qui a été perceptible des Français, que nous avons encore, ils ne téléchargent pas. Alors la première question, c'est quand allez-vous assumer que peut-être vous vous y êtes mal pris et que peut-être il y a une responsabilité de ceux qui gouvernent dans cette question. Vous voyez, je vous laisse à votre imagerie sur la foire et les bouses. Ma question, elle est celle que se posent beaucoup de Français. Et moi, je suis quelqu'un qui prône de s'engager dans les révolutions technologiques et la révolution numérique en particulier. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Mais il faut regarder lucidement tous les enjeux éthiques qu'il y a devant nous et, à ce moment-là, en conséquence, rassurer, donner confiance. Et il faut qu'au moins ce qui est fait manuellement, de façon classique, coup de téléphone pour tracer, hôtel pour isoler, soit là, parce qu'on se dit à quoi ça sert si j'ai une alerte alors qu'il n'y a pas de suite derrière. Si je fais un test, à quoi ça sert si je l'ai 8 jours après, mon résultat? Donc tout ça s'améliore, etc., heureusement. Mais je voulais quand même vous interpeller sur le fait que il faudra un peu plus de stabilité dans les messages du gouvernement, y compris sur Stop Covid, pour qu'on puisse recréer cette confiance. Alors, monsieur le sénateur, je vais être extrêmement rapide pour vous répondre. Si les Français n'ont pas téléchargé cette application et si les Français, vraisemblablement selon les études que nous faisons, ne comprennent pas exactement quel est leur bénéfice, ce gouvernement et moi-même en particulier en prenons toute la responsabilité. Si je vous ai donné l'impression de me défausser sur ce fait-là, alors c'est une erreur de ma part. Je suis extrêmement clair sur ce sujet. Il en va de la question. C'est pour ça d'ailleurs que j'évoquais dans la question sur les causes, la question de la pédagogie et la question de l'explication et de la clarté. On peut considérer un certain nombre d'éléments, mais oui, je prends ma part de responsabilité pleine et entière dans le fait que cette application ait insuffisamment rencontré son public. Merci bien. Monsieur Lévrier prendra la suite et la fin. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Une petite question rapide sur la confiance. Première chose, je me suis toujours posé la question depuis le début sur cette application et sur le masque aussi, sur la logique victime-coupable. Et j'ai le sentiment, peut-être à tort, mais c'est peut-être une piste à creuser, que les gens se sentent coupables
alors qu'ils devraient se sentir victimes, et que cette application, il faut la regarder en une logique de victime et non pas de coupable, et que c'est peut-être un des problèmes qui fait qu'elle n'est pas téléchargée. Je ne veux pas savoir parce que je vais être coupable si je suis contacté. Question. Autre question pour la confiance. Vous avez expliqué, et si je dis que vous m'avez convaincu, tous mes collègues vont sourire, que notre système que vous avez proposé, qui est centralisé, était finalement le moins mauvais de tous ceux qui étaient en place actuellement, le plus rapide en tout cas déjà en termes de diffusion, de mise en place. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un travail fait avec nos partenaires européens pour qu'eux aussi changent d'avis et nous rejoignent sur ce procédé, ce qui donnerait peut-être beaucoup plus de confiance aux citoyens qui se diraient « Ah tiens, finalement l'Europe se remet au travail sur un sujet commun qui serait une application commune ». Merci d'autres réponses. Alors, sur la question victime-coupable, on a veillé à une chose depuis le début, ce qui d'ailleurs en partie handicape le fonctionnement plus efficace de l'application, c'est de préserver à fond la vie privée et de laisser le total libre arbitre aux Français de télécharger ou pas l'application. Je rappelle qu'il ne sera jamais question de forcer ou de rendre obligatoire l'application. Et par ailleurs, d'être les seuls à pouvoir y avoir accès. Je rappelle qu'on a même précisé que toute personne, tout employeur qui forcerait le téléchargement ou irait voir sur l'application de son employé pourrait être passible de poursuites pénales. Employeur d'ailleurs, ou cafetier, ou restaurateur. On ne peut que recommander. Et il y a un pari qui est fait largement, qui est celui du libre arbitre et de la responsabilité des Françaises et des Français. Et donc aujourd'hui, si demain vous recevez de deux choses l'une, soit c'est vous qui êtes malade et vous scannez votre QR code, vous l'envoyez chez vos éventuels contacts, enfin vous envoyez la notification chez vos éventuels contacts, personne ne sait que c'est vous. Deuxièmement, à l'inverse, c'est vous qui recevez la notification, vous n'avez aucun moyen de savoir d'où vient la notification. Après, c'est à vous de prendre la décision d'aller vous faire tester pour savoir si de cas contact vous passez à cas positif. Mais ça relève de la responsabilité individuelle de chacun. Mais personne ne vous obligera jamais, personne ne le saura jamais. Donc, ça relève de votre responsabilité individuelle. Sur la discussion avec les partenaires européens, pour le dire très sincèrement, je pense qu'il est trop tard. Je pense que ce débat est derrière nous. Je pense qu'il y a 15 millions de Britanniques qui l'ont téléchargé. Je pense qu'il y a 18 millions d'Allemands qui l'ont téléchargé. Je crois que ce sont les chiffres. Bon. On finira avec deux applications différentes puisqu'elles sont par essence non interopérables. C'est dommage. C'est dommage à divers titres. Mais voilà, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je reste persuadé que nous avons fait les bons choix. Merci bien, Monsieur le Ministre. Y a-t-il d'autres questions? Non. Vous voilà donc complètement informé. Et merci à vous. Bon après-midi et bon courage pour la suite. Merci, Monsieur le Président.